notre invité politique ce matin, c'est Gérard Larcher. Bonjour, président du Sénat. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer, bien sûr, Monsieur le Président, par cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui a détaillé hier sa réforme. Vous demandiez, vous, au gouvernement, de sortir du flou, de l'ambiguïté. Est-ce que ce matin, vous y voyez plus clair? Écoutez, en tous les cas, on a des perspectives de réforme, mais qui sont marquées par ce que j'appelle le péché originel. On a refusé d'affronter la question de l'âge depuis le départ, et on se retrouve avec cette question de l'âge, qui est devenue, après cet appelé âge pivot, est devenu un âge d'équilibre. Et ce sujet-là va être le sujet de tension. Il y a des choses dans les propositions du Premier ministre que je juge intéressantes. Par exemple, la décision de confier la gestion de la valeur du point aux partenaires sociaux. Vous savez que je suis attaché au paritarisme, ça n'est pas une chose simple. Mais on a vu que Agirc Arrco, eux, ils avaient été capables de faire face aux réalités. La question aussi des petites retraites inférieures à 1 000 euros, une conception plus large de la pénibilité, avec la question de l'emploi des seniors. En 2006, ça avait été un de mes sujets de préoccupation comme ministre du Travail, les 70% garantis. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir découpé en secteurs, d'avoir des transitions qui ne sont pas définies, parce que je suis favorable à ce qu'on sorte du système des régimes spéciaux, pour mettre en place un système qui soit adapté à ce que certains appellent les pénibilités nouvelles, le travail décalé. Monsieur Larcher, excusez-moi pour résumer, est-ce que vous pensez que cette réforme, elle est juste, elle est nécessaire ? La réforme était nécessaire. La réforme était nécessaire, sauf qu'elle n'aborde pas le premier sujet, qui est le sujet de l'âge légal de départ à la retraite. Je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder en face, qu'il faut regarder dans les yeux. Et à force d'avoir fait croire à certains partenaires sociaux qu'on n'en parlerait pas, eh bien, il y a la désillusion. Et il fallait s'attendre à l'attitude de Laurent Berger, que j'avais rencontré la semaine dernière. Il ne voulait pas qu'on mélange la notion de réforme systémique et la question de la durée, j'allais dire, d'une vie de travail. On va y venir. Vous avez répondu sur une réforme que vous jugez nécessaire. Est-ce que vous la jugez juste ? Juste, faudra-t-il qu'on en ait évalué déjà les conséquences. C'est une réforme sans doute qui va coûter très cher. Car pour être juste, on a découvert la question des enseignants il y a peu de temps. Il y a peu de temps, c'est un sujet qu'on pensait avoir traité. Pas assez anticipé. On ne l'a pas du tout anticipé. Et d'ailleurs, il y a eu une forme d'étonnement collectif à la mobilisation des enseignants dans la première journée. Donc, c'est la demande du sens du débat que nous avons fait hier en conférence des présidents. Le 7 janvier, nous aurons un débat au Sénat, sous forme de questions-réponses, après un exposé général de chacun des groupes politiques. Il faut en effet qu'on y voit clair. Est-ce qu'on peut dire que la réforme est juste aujourd'hui ? J'allais vous répondre, je n'en sais rien. Je pense qu'elle est viciée au départ par le fait qu'on ne s'est pas dit la vérité sur la question de l'âge légal. Et sur son financement, est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui ? Pas totalement, puisque comment on finance, si ce n'est par le budget, par exemple, les enseignants, comment on finance ce qui est un élément de justice, les 1 000 euros minimum, on n'y voit pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que les retours à l'équilibre qui étaient programmés pour 2025 se sont éloignés. Il va falloir maintenant le calculer exactement. Ce sera tout l'intérêt du débat. Juste sur cette question de l'âge d'équilibre, qu'on soit clair, pour vous, il n'aurait pas fallu le maintenir dans la réforme annoncée hier ? Attendez, il y a un âge légal de départ à la retraite. Il faut affronter ce sujet. Et on a fait croire au nom de l'engagement du président de la République qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Mais le malus, c'est terrible. C'est une diminution du pouvoir d'achat demain des retraités et de leurs revenus. Ça, c'est un sujet d'injustice. La justice, c'est de dire la vérité aux gens. Donc il aurait mieux fallu reporter clairement l'âge de départ plutôt que de mettre un âge d'équilibre avec un malus, c'est ça ? Bien sûr. Mais à quel étiage ? 64, 65 ? Écoutez, nous avions une addition, parce que n'oublions pas que c'est nos familles politiques de la droite et du centre qui ont fait les réformes des retraites, auxquelles s'est ajoutée la réforme Touraine, qui prévoyait, sans changer l'âge légal, en fait un glissement. Mais c'était déjà là une forme d'hypocrisie. La réalité à regarder en face, c'est l'âge de départ. 64 ans, c'était la proposition que nous faisions, avec des rendez-vous réguliers. Comparé dans d'autres pays européens, on a dépassé les 64 ans.
Un mot juste sur le calendrier, puisque vous parlez de ce débat au Parlement. Il arrivera au Parlement fin février, soit en pleine campagne municipale, à 2 semaines du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Ce calendrier, je crois qu'il est nécessaire qu'il soit relativement ramassé. Encore faut-il qu'il ne soit pas bâclé. Si on doit reprendre le dialogue social, peut-être sera-t-il nécessaire d'un peu plus de temps. Voilà pourquoi la conférence des présidents, hier soir, a demandé au gouvernement d'avoir un débat dès la rentrée de janvier, pour qu'avant le Conseil des ministres du 22 janvier, nous puissions, j'allais dire, nous éclairer mutuellement et en même temps conduire à la Commission des affaires sociales le nombre de rencontres qui seront nécessaires avec des partenaires sociaux, qu'ils représentent les salariés ou qu'ils représentent les entreprises. Et ce débat aura donc lieu la première semaine de janvier. Voilà. 17h30 le 7 janvier. C'est précis. Un mot sur une phrase qu'a prononcée Jean-Paul Delevoye, où il dit « On voit bien que sur un certain nombre de principes d'universalité pour tous, la fin des régimes parlementaires et des régimes spéciaux, il y a un soutien populaire ». Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'au gouvernement, on mêle les régimes parlementaires et les régimes spéciaux ? D'abord, on méconnaît un peu l'ordonnance de 1958, mais vous le savez, moi j'ai entamé, je l'ai annoncé en avril 2018, que naturellement le régime parlementaire du Sénat, celui dont j'ai la responsabilité, évoluerait pour rentrer dans la réforme générale des retraites. Nous avons engagé des travaux et j'annoncerai ce matin en bureau. Je ne savais pas que la concomitance, le bureau, il est prévu depuis 6 mois. J'annoncerai qu'une fois la réforme votée, nous n'en connaissons pas, eh bien, je mettrai en place le groupe de travail du bureau pour faire évoluer le système de retraite, dont je rappelle qu'il est un régime autonome, que la cotisation aujourd'hui des sénateurs est autour de 15,50. Un cadre c'est 10,50, que pour les députés c'est 10,50, et que nous avons 60% qui est financé par, comme dans d'autres métiers, par notre caisse autonome. Il n'empêche que je pense que nous ne pourrions pas ne pas envisager de passer à une retraite à points pour le Sénat. À quel seuil vous situez un succès électoral pour votre camp aux élections municipales ? Écoutez, là, je ne fixe pas de seuil. Je pense que nous serons dans un résultat qui se mesurera ensuite à l'élection du président des maires. Mais vous savez qu'on considère aujourd'hui que plus de 60% des élus, avec ou sans étiquette politique, sont assez proches des idées, des familles politiques, de la droite républicaine, du centre et du centre-gauche. Alors je vois sur mon territoire les élus LR qui repartent, avancent un peu masqués avec des listes citoyennes ou de rassemblement. On est un peu face à une droite qui dit pas son nom. Ça a toujours été le cas. Cherchez sur mes affiches à Rambouillet. Vous verrez que ça a d'abord été... tous pour Nogent-le-Rotrou, tous pour Rambouillet. Vous qui avez fait une grande tournée des maires, vous avez rencontré ces élus locaux, vous n'êtes pas un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de retour ? Pas du tout. Je pense que je vois les gens qui tiennent le territoire. J'étais samedi en Seine-Maritime, vous savez, ils viennent d'affronter Lubrizol. J'ai trouvé des élus extraordinairement responsables. Et c'est à mon avis ce qui compte notre pays. On aimerait vous entendre sur 2 villes, Paris et Marseille. Paris, tout d'abord, vous prenez la défense des maires sortants à un instant. Rachida Dati, elle envisage de présenter des candidats contre des maires LR sortants. C'est notamment le cas dans le 15e et dans le 17e. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rachida Dati a été choisie par la Commission nationale d'investiture. Elle est donc la candidate que je soutiens. Mais il y a aussi des maires sortants dans des arrondissements, des maires sortants qui appartiennent ou sont proches de notre famille politique, qui ont bien travaillé. Je pense et je soutiens, nous aurons bientôt une commission nationale d'investiture pour eux, et je soutiendrai cette position. Marseille, on a fait un choix. Martine Vassal, ce choix a, en quelque sorte, comme tout choix, mis Bruno Gilles deuxième. C'est, vous le savez, un très bon sénateur. C'est un élu très enraciné dans son territoire. Tellement enraciné qu'il a maintenu sa candidature. Oui, vous lui demandez d'abandonner ou pas ? Je pense qu'il faut qu'il se rapproche, Martine Vassal et lui. Je continuerai inlassablement à être quelqu'un qui tente de rapprocher les uns et les autres. On a 2 candidats, 2 personnalités, 2 élus de très grande qualité. J'aimerais bien que leur énergie se conjugue pour Marseille et pour la métropole.